Vous êtes là? Bonsoir Naji, ça va? Bonsoir Ahmed, et toi, Ça va tu vas bien? bien? Ça Oui, va très très bien. bien. Bon, je te laisse partager ton écran peut-être, Naji, voir si tu peux partager. Tu vois bien mon écran, Ahmed? Attends, hop. Ouais, je Ouais. vois. Ok, parfait. Bon, j'arrête le partage. Nous avons quelqu'un déjà avec nous. Bonjour, Madame El Slimani. Ouais, nous avons Fatima Slimani. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de votre présence, hein, c'est très gentil de votre part de venir participer à ce webinaire.
Allô, Naji? Naji, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais, je sais pas, est-ce que tu as des avis de ta part en fait sur les participants, Si j'ai des... des demandes de connexion? Non. D'accord. Parce que je t'ai nommé, enfin, je t'ai Oui, tu donné. m'as mis co-animateur, j'ai vu ça. Pour l'instant, j'ai Ouais, pas eu de demande, non. d'accord, ça roule. Bah, je sais, des fois, ils arrivent. Enfin, souvent dans les webinaires, c'est entre 19h et 19h05, 10 qu'ils arrivent, hein, tu le sais. Ouais, Donc, ouais. t'inquiète. Enfin, je Ouais. m'inquiète pas trop. On attend. Voilà, exactement. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Yann. Bonjour Liad, bonjour Naji, bonjour Bonjour. Hichem. Bonjour, Bonjour, Hicham. bonjour. On va attendre encore que... Ouais, on attendra quelques minutes. Tu es en mute, je crois, Riyad. C'est un peu bizarre. On t'entend pas, Riyad. Enfin, ton micro il est activé, mais on ne t'entend pas. Peut-être un souci au niveau du ton son. Enfin, peut-être un souci au niveau de ton micro ou pas.
السلام عليكم. وعليكم السلام بن موسى. السلام عليكم. Assalamu alaikum à tous. On va un peu attendre que les personnes arrivent. On sait que habituellement elles sont là entre 5 et 10. Donc le temps qu'elles arrivent, on va bientôt commencer. On vous remercie de votre présence. Et Inch'Allah, on va pouvoir faire la présentation après et discuter de la thématique du webinaire.
Est-ce que vous m'entendez? Ok. Yes, on t'entend bien. Ah, Oui, super. oui, très J'ai bien. démarré l'ordi. Ça marche. Et, écoute. Oui, on t'entend très bien, Riyad. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Je pense qu'on ne va pas tarder à démarrer, hein. On verra ceux qui nous rejoindront au fur et à mesure. Ok, Ahmed? Yes, tu as raison, Naji. Donc, je crois qu'on peut commencer. Là, on est à plus d'une dizaine. Le temps, en fait, que le reste des participants nous rejoignent sur le webinaire. Donc, merci beaucoup, en fait, pour votre présence. Je remercie tout d'abord nos experts sur l'UX, Naji et Riyad, qui vont, en fait, nous éclaircir sur l'UX et sa place, son importance pour les entreprises algériennes et comment ça va les aider en fait à améliorer leur visibilité, enfin, en fin de compte, leur chiffre d'affaires en termes de marketing et en termes de visibilité, etc. Je vais présenter brièvement Digital Growing. C'est une société en fait qui est active dans le digital. On a en fait plusieurs axes d'activité. Sur le premier axe, en fait, sur la formation, on propose pas mal de formations dans le digital. Donc, je laisse après Hicham présenter ce qu'on propose comme formation. Et après, on a en fait un autre axe sur la transformation digitale. En fait, on offre tout un parcours. On accompagne les entreprises à digitaliser en fait leur business, leur process. Et aussi, on a un service de mise à disposition en fait, de pool de développeurs pour les entreprises qui ont besoin de renforcer leurs compétences en fait en interne en termes de développement. Donc voilà en gros. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite en fait à nous poser ou à nous contacter via nos différents canaux de communication, soit par email, par téléphone, par WhatsApp, Slack, etc. Voilà, donc je laisse Hicham se présenter et après on laissera la parole à Neige. Merci, salam alaikum à tous. Bonjour à tous. Donc, Hicham Bourak, cofondateur de Digital Growing et cofondateur de Mouzi, spécialiste de la e-santé, du project management et des projets à ville durable. Donc, focus ville durable. Donc, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus sur les présentations et on passe la balle en profondeur à l'avancante Naji. Merci, Hichem. Salam alaikum à tous. Merci beaucoup de votre présence. Et comme l'a si bien dit Ahmed auparavant, nous sommes là pour discuter de l'UX de manière générale et surtout la maturité de l'UX en Algérie. C'est une question qui est très importante. Bien évidemment, au-delà de l'Algérie, c'est vraiment l'Afrique, l'Europe et le monde. Mais aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment l'UX et la maturité de cette UX en Algérie. On sait aujourd'hui qu'il y a pas mal de sociétés qui intègrent de l'UX de manière à différents niveaux, on va dire à niveau novice, intermédiaire, peut-être plus pour certaines, mais on ne sait pas clairement si c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ensemble du mindset des startups algériennes ou des sociétés algériennes, quel que soit le domaine. On peut partir du service public jusqu'à l'industrie, en passant par le digital, la communication et plein d'autres domaines. Et le but, c'est vraiment d'en parler avec vous. Ce n'est pas non plus un cours, on est vraiment là dans un webinaire où l'essentiel pour nous, c'est d'échanger avec vous. Moi, de mon côté, je vais juste vous présenter 2-3 petits slides, peut-être 5 slides grand rapidement. Mais le plus important pour nous, c'est vraiment d'avoir cet échange. Et notamment, on va parler avec Riyad, qui est quelqu'un avec lequel
j'ai beaucoup d'accroches, notamment au niveau de l'UX, et avec lequel on a pas mal de projets. Et bien évidemment, on a travaillé ensemble et on souhaite continuer à travailler ensemble. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Moi, je suis expert en UX depuis presque 12 ans maintenant. En ergonomie, j'ai un parcours assez disparate. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, la mission que l'on souhaite avoir, c'est vraiment essayer d'accompagner l'ensemble des sociétés, d'où qu'elles viennent, en Afrique, et introduire ce mindset qui va permettre à ces sociétés-là de pouvoir vraiment avoir une vision sur le long terme et employer des stratégies et faire évoluer tout le parcours et toute la chaîne grâce à l'UX. Parce que l'UX, pour nous, c'est quelque chose d'hyper important. Si jamais tu veux rajouter quelque chose, Riyad, n'hésite pas. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon? Ok, c'est vrai comme. Non, je pense que tu as bien résumé. T'as bien résumé. Et je pense que l'idée, au fond, c'est de transposer un petit peu la maturité ou l'avancée qu'on peut avoir, nous, côté France, que ce soit côté secteur public, comme tu l'as dit, ou côté entreprise. Et puis l'idée, c'est vraiment d'apporter une vision dans la durée, d'apporter une stratégie. Je pense que le mot est posé. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une stratégie parce que l'UX opérationnel, c'est du one-shot et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut quelque chose dans la durée, dans la profondeur et je pense que c'est ça qui est intéressant à prendre. Tout à fait, tout à fait. Je te remercie beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler de manière plus profonde tout à l'heure. Alors, je vais commencer à vous partager mon écran. Vous allez m'indiquer si vous le voyez bien, évidemment. Je le partage avec vous. Nickel. Super, parfait. Alors, on va débuter. Alors, comme vous le voyez, hein, le titre, c'est l'UX en Algérie. Donc, nous sommes bien samedi 12 et c'est parti. Alors, comment ne pas commencer l'UX en parlant de celui qui est le grand empereur de l'UX, Don Norman? Et pour moi, cette phrase, elle veut tout indiquer en fait. Elle indique bien les choses. On n'est pas sur la partie fonctionnelle, on est en capacité, mais ce n'est pas assez de construire des produits qui soient fonctionnels, compréhensibles, utilisables par tout le monde et qui peuvent apporter de la joie et de l'excitation, du plaisir et du fun. Mais le plus important, c'est qu'il faut apporter des produits, des outils permettant aux gens d'avoir une vie meilleure. Et pour moi, l'UX, c'est vraiment ça en fait. C'est avoir une vision qui est centrée besoin, centrée usage, centrée utilisateur, centrée client, centrée patient, et ainsi de suite. C'est ça qui est hyper important. Donc, pour moi, Don Norman l'explique très bien sur ce court passage. Bon, comment ne pas aller, parce que c'est facile de dire des choses comme celle-ci, oui, il faut qu'on apporte de la beauté, des choses qui soient super bien, mais il n'y a rien de plus criant que ce qu'on appelle les UX stats. Pour moi, les écrits sont importants, mais les faits le sont plus. Alors, en termes de statistiques, vous pouvez voir ici, je vous ai pris quelques statistiques assez intéressantes. Vous voyez que, voilà, 300 millions, c'est le revenu additionnel en dollars généré en un an par Amazon après le redesign d'un seul bouton. On parle d'Amazon pour un seul bouton. En gros, de manière plus généraliste, 70%, c'est le pourcentage des business en ligne qui échouent à cause d'une mauvaise expérience. Pour moi, ça veut tout dire. C'est des choses auxquelles j'ai été confronté. C'est pareil du côté des utilisateurs. 48% des utilisateurs d'un site qui ne fonctionne pas bien sur mobile considèrent que le business ne se préoccupe pas d'eux. Pire, 48% des gens affirment que le design d'un site web est le facteur numéro 1 pour l'image de crédibilité d'un business. Et on voit, hein, c'est toujours mauvaise expérience business. Et là où, pour moi, le plus important des chiffres est celui de moins 50%, c'est la diminution moyenne de temps de développement nécessaire pour un projet grâce à l'UX. Donc, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand on est dans une approche factuelle et qu'on va observer les chiffres, on voit que mettre de l'UX, ça nous permet de générer de l'argent,
du côté, bien entendu, client, utilisateur, patient, etc., mais surtout aussi du côté des moyens qu'on a pu mettre à l'intérieur, en termes de moyens hommes, moyens financiers, etc., etc. Naji, Donc, oui, si je peux ajouter un truc, tu bien me permets sûr, de bien de temps sûr. en temps. Non, non, vas-y, avec plaisir. Il y a un autre ROI, effectivement, c'est chaque dollar investi dans l'UX en rapporte 10. Donc ça, effectivement, c'est un point qui est important. Et l'autre point, c'est attention, c'est-à-dire que quand nous, on annonce ces chiffres-là, il faut aussi le pondérer par rapport à la maturité, par rapport à l'intégration du X dans le projet. C'est pas parce qu'on a Exact. fait 3 maquettes designées qu'on va multiplier par 10 le rendement. Donc il faut aussi pondérer ces chiffres-là, mais effectivement, Naji comme moi, on est à l'aise sur ça, sur ces chiffres, parce qu'on a un métier de création de valeur. Notre métier, il n'est pas de faire en sorte que le projet se passe bien. Notre métier, il est de dire on apporte de la valeur à l'entreprise, à l'utilisateur, à votre image de marque, et on est prêt à le mesurer, on s'engage. Et c'est ça qui est important. Tout Voilà. à fait, clairement. C'est toute une vision stratégique que tu viens d'expliquer qui est très importante parce que souvent les gens sont focus sur le produit et ne pensent qu'au produit alors qu'ils n'ont pas une vision qui est au-delà du omnicanal, qui est une vision à long terme et clairement globalisante. Donc, en gros, si on revient sur la partie UX, et merci beaucoup clairement pour ton intervention, Riyad, et n'hésite pas, au contraire, l'UX, c'est une expérience qui est cognitive et émotionnelle. Et si vous ne la travaillez pas en amont, eh ben, elle risque, déjà si elle est inexistante, c'est quelque chose qui est dommageable d'un point de vue business, mais pas que, mais si vous ne la travaillez pas lorsqu'elle est présente, d'un point de vue cognitif et émotionnellement, il peut y avoir de grandes problématiques. En gros, l'UX, c'est aussi une expérience qui est sensitive. Hein. Le but, c'est de comprendre ce que fait l'utilisateur, sur quel device, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, dans quel contexte, avec qui dans ce contexte, dans quel endroit, combien de temps il a fait. Et tout ça, c'est hyper important. C'est une stratégie qui va vous permettre, pour ceux qui veulent la mettre en place, ou ceux qui l'ont mis en place et qui voudraient aller encore plus loin, de pouvoir encore mieux comprendre les attentes de vos utilisateurs finaux. Pour moi, voilà, j'en m'arrêterai ici. Hein, le design d'expérience utilisateur est au cœur de la création de valeur, comme l'a expliqué très très bien Riyad, et il permet de créer une expérience engageante, désirable et parfois mémorable, parce que ça, c'est très important. La mémorabilité n'est pas quelque chose qui est... c'est pas le but. Le but, c'est que ça soit engageant et que l'utilisateur revienne le plus souvent possible. Et comme vous le savez, l'UX est partout. On peut le voir, que ce soit quand on va prendre l'avion, quand on est dans un espace de travail, sur les logiciels métiers, dans les jeux vidéo, sur les applications mobiles, quand on va faire ses courses, etc. etc. Et pour être très clair, hein, l'utilité de l'UX, c'est franchement d'ajouter dans vos projets, qu'ils soient de refonte ou de création, un processus de méthodes qui sont centrés utilisateurs, permettant d'améliorer vos solutions digitales, mais pas que. Et en interne, au niveau de l'expérience collaborateur, ça permet d'améliorer la performance, la productivité, l'utilisabilité et l'utilité. Et au niveau de vos solutions externes, bien évidemment, on retrouve la performance, l'utilisabilité, l'utilité, mais surtout la motivation, la confiance et voire même la crédibilité. Voilà, c'était un petit cours PowerPoint. Le but, ce n'était pas de rentrer dans les détails à ce niveau-là. Donc, à partir de là, nous, le but, c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous, savoir quelles sont vos questions, si vous êtes des experts en UX ou pas, ou si vous n'êtes pas des experts, quels sont vos questionnements, si vous avez déjà essayé de mettre ce process en place, qu'est-ce qui n'a pas pu être possible, etc. etc. Et on fera en sorte, de manière très claire, de pouvoir répondre avec vous. Et comme l'ont dit Hichem et surtout Ahmed au départ, Digital Growing est vraiment là pour accompagner l'ensemble du panel des sociétés qui existent en Algérie sur de nombreuses thématiques. Et la thématique UX, c'est très fort. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? N'hésitez pas à intervenir à partir de maintenant. Tout est clairement... Merci Hicham, merci Naji, c'était très instructif. En fait, pour moi, l'UX,
J'ai toujours entendu parler en fait de l'UX, mais là, en fait, l'écouter d'un expert, euh, ça me donne en fait beaucoup plus d'informations sur l'importance de l'UX, en fait, surtout au niveau de l'entreprise. Donc là, en fait, je vous encourage, messieurs, dames, voilà, de profiter de l'occasion de la présence de ces experts, en fait, Neji et Riyad, de leur poser en fait vos questions. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas, en fait, déjà une première question pour vous. Est-ce que vous connaissez déjà, en fait, UX? Parce qu'il y en a parmi les participants, en fait, des gens qui ne connaissaient pas avant ce que ça veut dire l'UX. Vous pouvez, en fait, chatter, hein. Vous pouvez, en fait, écrire, poser vos questions, via le chat si vous n'avez pas la possibilité de parler en direct. Oui, clairement, c'est une très bonne question, Ahmed, c'est clair. Le but, c'est vraiment de connaître la maturité de l'UX en Algérie. On sait qu'il y a des exemples qui sont très bons. Yassir est un exemple qui est vraiment excellent. Il y a Legal Doctrine, qui est un exemple aussi très, très excellent. Vraiment, c'est des personnes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai échangé. Et le but, c'est l'UX est la base. Temtem est très bon également. Oui, bien sûr, Abdelmajid. Temtem est pas mal, mais pas aussi bon que ce que vous pensez. Parce qu'il y a un focus qui est stratégie, qui est peut-être pas, hein, à mon sens, hein. Après, je ne sais pas comment est constituée l'équipe, utilisé de manière très forte. Mais il est clair que Temtem a intégré cette logique-là, et c'est ce qui fait la différence, en fait. Et c'est clairement le sujet. Donc, comme le disait tout à l'heure Riyad, c'est une création de valeur. C'est surtout ça le plus important. Du coup, Naji, je complète encore un petit peu. Oui. On fait la paire. C'est intéressant. Moi, je connais pas cette boîte, hein, Temtem, mais à travers ce que tu en dis, et en fait, on vit la même chose en France. C'est-à-dire que nous, l'UX, c'est quelque chose qui est arrivé en France à peu près dans les 2011-2012, et puis ben, les gens se sont positionnés. Et ça a eu le vent en poupe, donc les gens se sont positionnés. Et en fait, vous allez voir qu'en Algérie ou ailleurs, les gens vont avoir l'impression, que l'UX, c'est du bon sens. Et tout le monde va avoir l'impression d'en faire. Et il y a des boîtes, des startups, alors je ne juge aucune boîte, hein, je ne les connais pas, mais qui vont commencer à marketer l'UX au maximum. Et en fait, ça va juste être en surface, ça va être juste une pellicule. Et on va penser qu'ils sont bons. Et nous, on en voit tous les jours avec Naji, hein, que ce soit des consultants ou des boîtes qui se positionnent comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'UX, au sens vraiment stratégique, au sens high level, au sens vraiment profond du terme, c'est ce qui va apporter le maximum de valeur. Plus on investit en amont, plus le retour sur investissement est important. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, sur lesquels, pardon, il faut être assez vigilant, parce que ça vous donnera une image très complète et une vision à 360 degrés de l'UX. Voilà. Voilà ce que je voulais compléter. Non, non, c'était très bien complété, bien sûr. Bah, je vois que Fetty nous demande un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en UX. Bah, comment te dire? Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire en UX. Déjà, croire que c'est le tribut d'une seule personne. C'est quelque chose qui doit être porté par l'ensemble de l'équipe. Pour être très clair, hein. C'est pas j'ai un super UX designer qui va être le super-héros et les autres vont rien faire. C'est le rôle de toute une personne, de tout un département dans un projet. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'UX, ce n'est pas une seule étape de la conception du produit, mais l'ensemble du processus. Ça, c'est radical. Et encore plus, aujourd'hui, ce n'est pas un choix, en fait. Parce que dans les années 2000, comme le disait, avant on parlait d'ergonomie, aujourd'hui on parle d'UX, mais dans les années 2000, c'était un choix qui était un vrai levier de différenciation, hein, pour être très clair. Mais à présent, c'est une obligation car les utilisateurs ils consomment énormément du UX par rapport aux applications qui viennent en dehors de l'Algérie, ou certaines qui sont algériennes et qui apportent une expérience utilisateur optimale, et d'autres qui le sont moins. Donc voilà, le but est clair.
Et il y a aussi le fait de se dire que l'UX n'est pas uniquement que centré utilisateur. C'est aussi axé avec des contraintes techniques, des objectifs business. Ce qu'il ne faut pas faire pour moi aussi, si on est sur, on va dire, la partie process, au-delà de la partie générale, c'est de croire que les UX designers sont des machines à maqueter. Un UX, c'est quelqu'un qui va arriver avec un background en psychologie, en sociologie. S'il ne l'a pas, il va l'acquérir. Et le but, c'est qu'il aille à la rencontre des utilisateurs finaux. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui va réfléchir à une expérience et qui va la designer. Et après, derrière, hop, c'est bon, c'est fait. Non. Et bien évidemment, la chose qui n'est pas faite, même ici en France, et je sais que Riyad l'avait en tête, c'est qu'on ne teste souvent pas du tout les produits que l'on crée. Et ça, c'est une très grosse erreur. Tout à fait. Tout à fait, c'est une erreur. Et tout à l'heure, tu parlais de statistiques, hein, et il y en a une aussi qui est assez fatale. Il faut 12 expériences positives pour effacer une expérience négative. C'est-à-dire que si demain, il y a un client qui va utiliser un service, eh bien, s'il met un avis négatif, s'il vit une expérience négative, il en faudra 12 derrière pour rééquilibrer la balance et qu'il reparte de zéro. Donc, et ça, en fait, souvent, les boîtes vont voir l'UX comme un surcoût au début du projet. En moyenne, l'UX, ça représente 20% d'un budget du projet, entre 15 et 20%. Et donc, du coup, ils se disent, moi, je ne vais pas rajouter 15-20% pour mettre une couche de peinture sur les maquettes. Et ce que tu dis, Naji, effectivement, on n'est pas des machines à produire des maquettes, on est des machines à simplifier des process, à les rendre intuitifs et à les rendre accessibles à un public hyper hétérogène. Il est hétérogène dans son fonctionnement, dans son usage, dans son niveau de technophilie. Et ça, effectivement, c'est hyper important parce qu'effectivement, on est capable de calculer un ROI sur la productivité, sur le développement, sur plein de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et j'ai juste vu passer une remarque qui disait l'UX, c'est l'expérience utilisateur. C'est plus que ça, ce qu'on disait avec Nazi. Donc oui, quand on définit, c'est une expérience utilisateur. Moi, j'enlèverais limite l'utilisateur parce que c'est une expérience globale à l'échelle de la société, à l'échelle des développeurs et des parties prenantes, à l'échelle des utilisateurs finaux. Et finalement, moi, ce que je dis souvent dans les cours que je donne, c'est une philosophie, en fait. C'est plus un mindset qu'une méthodologie. Pourquoi ? Et ça aussi, je le dis souvent dans les cours, je pense que Naji va sourire. Si c'était qu'une méthodologie en 3 étapes, eh bien, je prends le boulanger qui est en bas de l'école, je lui apprends la méthode, et demain, c'est un UX designer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas que 3 étapes. Si vous ne l'intégrez pas comme quelque chose vraiment de mindset, une stratégie, quelque chose avec une vision high level, vous allez rester des opérationnels toute votre vie. Ça existe. Hein. Avec Naji, on connaît des gens qui ont le même nombre d'années d'expérience que nous et qui sont des opérationnels très bons, mais qui ne vont pas aller au-delà. Ça peut être des choix. C'est exactement ça, bien sûr. Alors, je vois administrateur qui indique, d'après ce que je comprends, l'UX, c'est plutôt dans le front et pas dans le back-end. Non. Non, c'est en fait un mindset à avoir. C'est au-delà des spécialisations. C'est stratégiquement, il faut que l'évangélisation soit faite pour que n'importe quel individu dans votre société, du PDG à celui qui va faire du commerce et vendre ou aller acheter ou aller vendre l'application, etc., soit lui-même UX. C'est une stratégie globale, exactement. Naji, j'ai 2 exemples, si tu permets. Bien sûr. Un exemple de back et de front. Quand j'étais, alors je ne me suis pas présenté, je voulais m'intégrer comme un ninja. J'allais le faire. Voilà. Non, je ne l'ai pas fait volontairement. Moi, j'ai bossé 10 ans dans le conseil. Avant d'intégrer un client final. Et donc, j'ai fait du conseil multisecteur et j'ai fait énormément de secteur public. Et à un moment donné, on s'est dit, on va faire un chatbot. Tout le monde sait ce que c'est un chatbot. Et donc, ce chatbot-là, il a un front, effectivement, utilisateur, où on a la petite bulle, on va interagir. Et on a aussi travaillé avec les architectes, avec les développeurs, pour faire un back-office hyper intuitif. Parce que nous, quand on vend la solution au client, on lui dit, regarde, le front, il est hyper intuitif, et le back,
tu vas pouvoir l'administrer toi-même de manière ultra intuitive aussi. Donc, on a travaillé l'ergonomie sur les deux aspects. On veut rajouter un use case, super facile. Hop, tu vas dans le bac, tu rentres, machin, etc. Donc ça, c'est un exemple back et front. Et le dernier exemple, le dernier, je ne sais pas, mais le deuxième, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc en France, qui gère plusieurs milliards d'euros, qui gère plusieurs millions d'assurés ou de retraités, pardon, de futurs retraités. Eh ben, le DG, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance retraite Renaud Villard, quand il valide un produit, quand il valide une application, il va regarder les prototypes ergonomiques et les maquettes. Il va plus lire les specs qui font 200 pages, il va regarder le proto. Parce que c'est quelque chose qui va aussi être adressé à des top décideurs, à des COMEX, à du top management. Et en fonction de la maturité, nous, on est aussi là pour les faire grandir en termes de maturité. Et c'est un peu le positionnement qu'on prend avec Nagy aujourd'hui, c'est de dire, on regarde la maturité d'une boîte en UX et on l'accrante d'un niveau et d'un niveau et d'un niveau. Exactement, tout à fait. Les exemples sont très bons et c'est au-delà, comme l'expliquait Riyad, hein, et qu'on soit en mobile first ou qu'on soit en web app ou tout ce qu'on veut, ça ne reste que, on va dire, le produit final de toute cette réflexion qui a été mis en place en fait. Et puis, ce qui me gêne énormément aujourd'hui dans le monde de l'UX, c'est qu'on divise ou on oppose plutôt le digital avec le physique, alors que c'est deux choses qui sont complètement reliées. Clairement, aujourd'hui, quand on est sur du e-commerce, par exemple, qui est aujourd'hui le pendant avec le Covid, on a tous vécu ça, on a été, en tout cas nous en France, c'est ce qui s'est passé, on a été très contents de pouvoir se faire livrer, etc., etc. Mais le plus important, c'est vraiment d'avoir ce côté facteur humain, digital, qui, quel que soit le point de contact, il faut qu'il y ait à la fois un côté physique et un côté digital. On appelle le phygital. C'est une stratégie qui est hyper importante parce qu'elle rassure l'utilisateur, quoi qu'on le veuille. Nous, ici en France, aujourd'hui, dans le monde des applications publiques, on est en train de déshumaniser le rapport entre les administrations et les personnes qui travaillent et les Français. Alors, Nagy, j'ai juste en fait une petite question parce que je vois qu'il y a parmi nous, on est à peu près une vingtaine de personnes. Ouais. Forcément, il y a des décideurs au niveau des entreprises, des fondateurs, et des présidents, etc. Moi, en tant que, par exemple, en tant que intéressé par l'UX, j'assiste à ce webinaire-là, mais après, qu'est-ce qui va m'apporter le UX en fait? Pourquoi je vais investir, je sais pas, 20% de mon budget pour avoir des UX designers? C'est quoi le retour derrière en fait? Pourquoi je dois investir aujourd'hui, surtout en Algérie en fait, dans le contexte algérien? Ça tombe bien parce qu'il y a une question de FETI, comment Oui. se passe une recherche utilisateur dans le contexte algérien d'un point de vue culturel et ergonomie. Ça répond clairement à ta question aussi, par ricochet. En fait, ce que va apporter l'UX, c'est de réellement connaître vos clients. De les connaître, mais je ne dis pas de les connaître, genre on sait qu'ils ont 20 ans, etc., etc. C'est de savoir quels sont leurs réels besoins, dans quel contexte ils utilisent vos solutions, et ça va aussi permettre de connaître les détournements d'usage qui vont vous permettre de créer les nouvelles fonctionnalités que les personnes ont mis en place, parce que quoi qu'il se passe, chaque outil a un détournement d'usage, et ça permet de créer à la fois d'un côté business, encore plus de business, mais aussi surtout de faire comprendre aux utilisateurs que l'on prend en compte ce qu'ils nous remontent, surtout on va les voir, et on essaie de comprendre, ou plus qu'on essaie, on comprend leurs besoins et comment ils utilisent l'outil, et on essaie d'apporter une solution. Et comment se passe… Pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, Nagy. Et comment se passe une recherche utilisateur dans le contexte algérien? Elle se passe comme dans le contexte français ou dans le contexte chinois ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'UX researcher qui va faire de la recherche utilisateur va utiliser les différents canaux, que ce soit en réel ou en remote, pour pouvoir comprendre ce que font les personnes, hein,
Donc, il va aller, par exemple, si on imagine qu'il y a une société qui crée des voitures et qu'il y a une chaîne de travail, ben, le gars ou la personne, l'homme, la femme, l'UX va aller directement sur le terrain, faire une analyse de la tâche et de l'activité, enregistrer tout ça, créer des questionnaires, permettre aux gens de lui apporter des réponses. Il va créer éventuellement des tests utilisateurs. S'il y a des solutions qui existent, lui-même en amont aura fait un audit. Et puis, il va valider les hypothèses de son audit en faisant justement cette analyse de la tâche. Et puis après, il va venir avec des recommandations. Et tout ce process-là, c'est un process qui est hyper technique. C'est pour ça qu'avec Riyad, on a plutôt l'habitude de prêcher, notamment au niveau de nos cours, parce qu'on donne beaucoup de cours, on forme pas mal de gens en France. On le sait très bien, hein, pour être très clair, plus de 90 à 95% des UX en France ont besoin d'être formés sur des compétences comme l'analyse de la tâche et de l'activité, tout ce qui est recherche utilisateur, etc., etc. Donc voilà. Pour compléter, Ahmed, et pour répondre de manière plus encore, tu vois, très détaillée, te donner un use case détaillé. Demain, tu veux créer une nouvelle application en vision B2C. Tu dis, bah voilà, moi j'estime que je veux créer une application, je sais pas moi, qui va délivrer un service lambda. Dans ton service, tu vas avoir une dizaine de fonctionnalités. C'est un pari que tu prends en disant, je vais refaire comme la concurrence et je vais proposer les mêmes fonctionnalités avec ma touche à moi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire les fonctionnalités que je vais proposer dans mon appli, je vais m'assurer qu'elles vont répondre à des usages et à des besoins que j'aurai remontés du terrain. Je vais m'assurer qu'elle laisse personne sur le carreau et qu'elle va répondre à tout mon public, parce que le public est très différent, avec des usages et des besoins qui sont différents. Je vais aussi me positionner par rapport à ma concurrence, parce que nous, dans notre démarche, on fait de la veille, du benchmark, et on est capable de se dire les concurrents sont là, ils sont très bons ici. Donc on ne va pas les attaquer ici, on va plutôt les attaquer différemment via un autre angle. Du coup, tu vas travailler ton positionnement, ton côté un peu incisif sur les fonctionnalités, et du coup, si tu tapes juste dès le début, tu auras moins de versionning sur ton application, tu auras toute la matière visuelle et pas textuelle que tu vas donner aux devs en entrant. Donc ça, c'est des accélérateurs en termes de développement. Et finalement, les 15-20% dont on parlait tout à l'heure, budget d'un produit, sur un produit ou sur une application, en 6 mois, tu les as rentabilisés. On ne parle pas d'un an, 2 ans ou 3 ans, tu les as rentabilisés en 6 mois, sans compter la notoriété. Donc si tu veux, il y a un ROI, et ça on ne l'a pas précisé, mais il y a un ROI qui est qualitatif, donc financier, timing, stratégique, et il y a un ROI qui est quantitatif, il y en a un qui est quantitatif et l'autre il est qualitatif sur ton image de marque, sur la note sur les stores, sur l'expérience et la viralité que ça va donner à ton produit ou une application. Donc l'idée c'est vraiment de maximiser et d'utiliser tous ces leviers-là quand on met en place une démarche UX. Oui, effectivement. Merci Riyad, merci Naji. Tous, en fait, on sait aujourd'hui que l'écosystème des startups algériens, en fait, il est en cours de construction, on va dire. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de startups, en fait, n'ont pas cette vision d'utilisation de l'UX dans leurs produits, dans leur MVP, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, en fait, là-dessus, messieurs? Tu peux, excuse-moi, j'étais en train de lire un truc en même temps. Est-ce que tu peux répéter? Je lisais en même temps ce que. Vas-y, je t'écoute. En fait, je veux dire, en fait, c'est quoi l'importance, en gros, c'est quoi l'importance de l'UX pour les startups algériennes aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de discussions autour de la maturité de l'écosystème des startups algériens, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, pas mal de startups n'ont pas cette vision, en fait, d'utilisation de l'UX pour justement pour créer leur MVP, leur produit, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus pour encourager justement les startups à aller voir aller voir l'UX, qu'est-ce qu'il peut apporter en fait comme valeur ajoutée à leurs produits? Très bien, merci beaucoup. C'est une question qui est très intéressante et très importante en fait. Pourquoi? Parce que déjà,
souvent, on rencontre, moi je vais parler de quelque chose que je connais, que ce soit en Afrique ou en France, c'est que souvent, les startups parlent de MVP ou de POC, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est la première des choses. Mais surtout, la plus grande des problématiques, c'est qu'ils ne savent pas se positionner. Ils ont entendu parler de Lean UX ou Lean Startup, mais ils ne connaissent pas le process réel d'un Lean UX ou d'un Lean Startup. C'est deux choses complètement différentes. Ils vont parler de Lean, mais le Lean UX et le Lean Startup, c'est deux choses complètement différentes. Et puis le plus important, c'est pour moi, c'est que l'UX permet d'aller sur le terrain et d'éprouver ce POC. On a des vrais retours du terrain. Et avec des vrais retours du terrain, ben, ça permet clairement de pouvoir après ensuite aller voir éventuellement des financiers ou autres et de dire, ben, écoutez, on a éprouvé notre produit sur le terrain, on a créé une petite communauté qui nous aide à améliorer notre produit et au fur et à mesure, on a des early adopters qui vont aller évangéliser notre produit et ça nous permet de créer une communauté et à partir de cette communauté-là, ben, on crée de la valeur. Ça permet de créer de la valeur sur la société, sur le produit et ça permet tout clairement de pouvoir avoir quelques levées de fonds. Voilà la chose, quoi. Je te passe la balle. Comme un match de tennis. Non, on est en double. Hein, en double. Ouais, oui, justement. En fait, effectivement, mais c'est un peu le cas aussi. Hein, c'est-à-dire, ce que tu disais, en France, c'est un peu le cas. Il y a des boîtes qui sont très, très peu matures, qui n'ont jamais mis en place de l'UX. Et du coup, il y a deux messages, à mon avis, effectivement. Il ne faut pas arriver avec nos casquettes d'experts en disant, bah, regarde, toi, tu es nul, tu n'es pas mature, et tu faut mettre tout ça. Il faut mettre de la recherche, il faut mettre de testu, il faut mettre de la co-conception. En fait, on y va, ce que je dis souvent, avec de la modestie. La modestie, c'est de dire, regardez, monsieur le client, on va tester, et on va même co-investir ensemble, pour pas que ça vous coûte cher. En fait, on est tellement sûr de nous, pas parce qu'on est les meilleurs du monde, loin de là, mais c'est parce que c'est une démarche qui paye et qui porte ses fruits. On va investir ensemble sur un petit périmètre, soit un POC, effectivement, un proof of concept, ou alors un MVP, ou alors un petit bout d'application en tant que challenger. Et on dit, on va tester sur ça, et puis on va recueillir les besoins. Et en fait, on va dire, qu'est-ce qu'on dit aux clients à ce moment-là? On dit, regardez, vous goûtez un tout petit peu à l'UX, vous regardez ce que ça vous apporte. En général, le client est content. Et si demain, tu me laisses plus de place, bah, je t'en donne plus. Donc déjà, on commence par entrer par une petite porte, que j'appelle la porte de la modestie. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les convaincre, à y aller, et puis à tester. Parce que quand on fait du UX, il y a aussi des règles du jeu, c'est-à-dire que ce n'est pas de la magie, on n'est pas des magiciens. C'est des secteurs qu'on ne connaît pas forcément au début. Tout à l'heure, je vous disais, hein, j'ai 12 ans d'expérience aussi, j'ai fait beaucoup de secteurs. Je fais du télécom, de la banque, de la défense, du ministère de l'Intérieur, de la santé, du social, etc. Et je ne connais pas toutes les législations, je ne connais pas tout. Donc, il y a une règle du jeu, c'est le droit à l'erreur. Et on a le droit de se tromper quand on fait de l'UX, mais on va maîtriser notre erreur parce que c'est une démarche qui est itérative. J'ai vu dans le fil de discussion, ça parlait d'itération. Et donc, finalement, il faut être à l'aise avec ça, encore une fois, et il faut adapter la stratégie UX au positionnement de l'entreprise. Si c'est une entreprise, si c'est une ESN, si c'est une start-up, si c'est un client final, si c'est un acteur de la santé, si c'est un pure player, eh bien, on ne va pas positionner l'UX de la même manière en fonction de qui vous êtes et de votre maturité aussi. J'espère que ça répond un peu à ta question, Ahmed. Oui, super, merci beaucoup, Riyad. N'hésitez pas en fait d'intervenir, messieurs, dames, les participants, si vous avez des questions. Soit en fait, vous les écrivez sur le chat, soit vous intervenez en direct avec plaisir. Hein. Donc, on souhaite en fait avoir un échange avec les participants pour enrichir le débat et qu'on soit tous en fait euh, enrichis par le débat. Voilà. Et clairement, n'hésitez pas. En tout cas, une chose aussi, c'est que souvent, je vois pas mal de personnes qui soient soit
des personnes qui montent leur société ou des personnes qui veulent s'intéresser à l'UX et devenir UX designer, passer beaucoup de temps sur Instagram, sur Pinterest, Dribbble, etc., ou acheter des livres. La lecture, c'est bien, il faut avoir une certaine base, mais ce qui est encore mieux, c'est de tester cette base et de la tester. Si vous voulez vous lancer dans l'UX Research, il ne faut pas hésiter à éprouver ce que vous lisez et à vous, à vous challenger. Nous, on lance clairement, hein, pour être très clair et être direct avec vous, on lance clairement des formations dans ce sens-là pour faire monter en compétence les personnes. Parce que on a une belle expérience, on a eu de la chance de pouvoir expérimenter ça sur de nombreux domaines. Riyad a travaillé dans de nombreux domaines. Moi, ça va de comment dire, de la défense jusqu'à l'innovation sociale, etc., etc. Alors Fatima, vous dites comment voyez-vous l'expérience du commerce social en DZ? Qu'est-ce que vous mettez derrière commerce social? C'est surtout ça le plus important en fait. Parce que c'est surtout le besoin, Fatima, de commerce social. Enfin, j'ai besoin que vous puissiez m'exprimer qu'est-ce que vous mettiez derrière pour que je puisse vous répondre. Parce que l'expérience, de toute façon, il faut qu'elle soit adaptée au public envers lequel vous voulez faire vivre cette expérience. Cette adaptation est hyper importante. Et bien évidemment, c'est toujours la même chose, hein. Bien connaître les utilisateurs finaux, les clients finaux, et adapter à ces clients finaux-là des outils qui vont leur permettre de réaliser tous les besoins qu'ils ont et d'être accompagnés de manière vraiment efficace sur ces besoins-là. Donc c'est ça qui est très 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 important. Excuse-moi Naji, c'est le lien que la sœur a passé sur le fil par rapport au commerce social. Donc, je pense que tu auras plus d'informations j'ai essayé de l'ouvrir tout à l'heure. D'accord. Je n'ai pas réussi. Okay. D'accord. Alors, je vais voir sur un autre. Je vais voir sur Google, par exemple. Si je peux l'ouvrir. Hop. OK. Hop. Marketplace. D'accord. C'est une marketplace. Alors, au niveau des marketplaces, vous êtes sur un sujet qui est assez. C'est du e-commerce, hein, qu'on le veuille ou non. Hein, et c'est la même chose, en fait. Pour moi, le e-commerce aujourd'hui, il faut déjà qu'il ait une identité propre. Il faut que sur le tunnel de conversion, les utilisateurs soient accompagnés de manière vraiment efficace. Après, il y a différentes lois et règles, hein, cognitives qui doivent être mises en place, notamment, on va parler de loi de la proximité, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la règle du pic fin, hein, il y a plein de choses qui doivent être mises en place pour permettre à l'utilisateur, lorsqu'il a choisi quelque chose, de pouvoir suivre l'état de sa commande, etc. etc. Donc, le but, c'est vraiment de créer une expérience digitale intéressante, importante, mais qui soit identique à celle du réel, en fait. Il faut qu'il y ait une proximité avec vos utilisateurs finaux. Là, on voit qu'il y a différentes catégories, donc boissons, santé, etc. etc. Franchement, l'interface est épurée. Après, derrière, c'est vraiment savoir comment ça se passe quand j'ajoute sur mon chariot. Donc, on voit qu'il faut mettre un numéro de téléphone. Déjà, pour moi, pour être très clair, en tant qu'utilisateur final, si lorsque j'ai appuyé sur un produit, je vois directement qu'il faut que je mette mon numéro de téléphone ou quoi que ce soit, ça me coupe, pour être très clair. Donc là aussi, c'est des axes qui doivent être peut-être améliorés. Je ne sais pas, hein, ça dépend aussi des habitudes de vos utilisateurs. Est-ce qu'ils sont habitués à indiquer leur numéro de téléphone? Est-ce qu'ils sont habitués à mettre leur adresse email, etc., etc. Ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde du e-commerce, c'est que de plus en plus d'interfaces
propose aux utilisateurs, aux clients qui viennent acheter sur leur site, de pouvoir acheter sans forcément avoir un compte. D'accord. Pourquoi? Parce que ça leur donne une liberté. Et peut-être que la prochaine fois, quand ils viendront chez vous, ils se diront aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir le donner, parce que la dernière fois, on m'a permis de l'acheter sans donner mon numéro de téléphone, juste mon adresse email pour que je puisse après savoir sur quelle étape je suis et qu'on puisse me livrer, mais sans plus, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Le sentiment de liberté que les utilisateurs ont, notamment vis-à-vis de la donnée, est importante. Et en Afrique, et notamment en Algérie, les utilisateurs deviennent de plus en plus matures vis-à-vis de ça. D'accord. Voilà un peu mon retour par rapport à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Puis Fatima, n'hésitez pas à nous contacter, hein, de toute façon. Est-ce que vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une différence, vous avez rencontré une différence en termes de culture, en termes d'attente, ou d'investissement sur les projets qui attendent une démarche et une stratégie UX au niveau du public et du privé? Bon, Entre le public et le privé. la plus grosse différence entre le public et le privé, je vais laisser après Riyad parler parce que lui, il a une très forte expérience dans le domaine du public. Pour moi, c'est les fonds qui sont, donnés pour pouvoir après mettre de l'UX. Aujourd'hui, nous en France, on a une vraie transformation, mais ça a mis du temps. Et c'est une transformation qui est d'un côté bonne, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a enlevé le facteur humain. Et c'est pour ça que c'est une grosse problématique. On est passé du tout humain à du plus rien d'humain. Après, l'usager, quel qu'il soit, hein, a envie, que ce soit dans le privé ou dans le public, que ce soit dans le BTP ou dans d'autres métiers où il peut utiliser des interfaces, il a envie de retrouver les mêmes interfaces, la même facilité d'usage sur les applications métiers que celles qu'il utilise sur son téléphone portable quand il est sur un site comme Vinted ou d'autres choses comme ça. Donc voilà. Alors, ce n'est pas une différence d'investissement, c'est une différence de maturité. Après, c'est des process qui sont différents parce que dans le public, il y a des vecteurs contractuels qu'il faut respecter. Mais après, non, dans le public, ça dépend du secteur. Moi qui fais beaucoup d'intérieur défense, ils sont assez avant-gardistes, ils sont assez orientés innovation. Donc je pense que le secteur public, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont des impératifs, c'est de rendre service à l'usager. Et du coup, ils doivent investir. Et après, il y a une sorte de concurrence entre les ministères ou les services publics, entre eux. Et du coup, ça, c'est des leviers qui peuvent être intéressants. Il y a des boîtes qui ont, par exemple, comme l'assurance vieillesse, on a l'impression que c'est un vieux mammouth. Et ils ont, au début, alors ils ne l'ont pas gardé parce que c'était trop, mais ils avaient investi, ils avaient fait un POC sur le chatbot d'IBM Watson. Un truc, le ticket d'entrée, c'est 1 million d'euros. Mais c'est du deep learning ultra compliqué, qu'un back-office de malade. Tu veux rajouter un use case, il faut appeler l'expert et ça te coûte un bras. Et finalement, leurs besoins étaient beaucoup plus simples et basiques. Dans le privé, pareil, il faut utiliser les bons leviers, les bons messages. Aujourd'hui, l'innovation, c'est une porte d'entrée qui est intéressante. Et avec Naji ou même moi, j'envisage l'innovation comme un levier, encore une fois, pour l'expérience utilisateur. Donc limite, c'est innovation for UX, et c'est pas de l'innovation pour de l'innovation ou pour de la R&D ou pour un coup de buzz. Donc, j'ai envie de dire, j'ai pas de point hyper saillant en disant il y a une vraie différence. C'est d'autres cultures, c'est d'autres objectifs. Et puis après, on adapte la stratégie et le discours en fonction du secteur. Merci Riyad, merci Naji. Oui, c'est tout à fait vrai, hein. Mais après, dans nos pays africains,
Vous savez très bien que, notamment dans les pays africains francophones, on a hérité de cette partie un peu bureaucratie, avec cette lourdeur, pardon. Mais la course à la digitalisation doit se faire de manière intelligente, avec une vision sur le long terme, chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous travaillons souvent sur ce qu'on appelle de la prospective, sur les usages dans 5, 10, 15, 20 ans, quel que soit le secteur. Et c'est hyper important de pouvoir anticiper avec bien entendu des méthodes bien précises, de la data analyse, parce que ça aussi c'est hyper important, des KPI, autant du quantitatif que du qualitatif. Mais ce qu'on peut retenir de l'ensemble des choses qui ont été dites aujourd'hui, c'est que l'UX est un créateur de valeur positif quand il est mis en place, même à petite échelle. Et il vaut mieux commencer par une petite échelle et se dire on va commencer tout petit, mais on va le faire à fond, que de se dire ou penser qu'on va le faire sur plein de choses, mais de manière complètement anarchique et sans vouloir vraiment avoir les ambitions qu'on a voulu indiquer oralement, mais pas d'un point de vue opérationnel, quoi, et voire même financier. Et il vaut mieux aller tout doucement et faire grossir les choses et surtout avoir une culture qui grossit au fur et à mesure plutôt que faire n'importe quoi. Et je pense que ça sera, entre guillemets, le grand dernier mot de ce webinaire par rapport à l'UX. Éviter l'effet tunnel, oui, éviter l'effet tunnel, ça c'est clair et net, c'est hyper important. En tout cas, voilà, ce premier webinaire, hein, il y en aura certainement d'autres sur clairement des sujets encore plus précis dans l'UX, parce que l'UX intègre un panel de sectorisation de spécialités comme l'UX Research, l'UX Stratégie, l'UX Design, la Game User Research, l'UX conversationnel, etc., etc., le monde de la réalité virtuelle. On sera là pour répondre à vos questions, vous accompagner, bien évidemment, si jamais vous souhaitez être formé, discuter avec nous, échanger avec nous. Si vous souhaitez tester vos solutions, n'hésitez pas. J'ai vu que l'UX Writing, exactement, Fetchy aussi. C'est quelque chose de très important. En ergonomie, à la base, on parlait de terminologie et c'est devenu le UX Writing aujourd'hui aussi, mais c'est autant important et on peut aller sur plein d'autres panoplies. On peut parler aussi de business UX, l'accessibilité, bien évidemment. C'est quelque chose qui va être hyper important. C'est des choses qui ne sont pas prises en compte dans nos pays. L'accessibilité, c'est quelque chose d'hyper important. Moi, ça fait presque 10 ans que je travaille dans l'accessibilité. J'ai eu la chance d'avoir un de mes premiers projets sur les personnes âgées, donc j'ai dû travailler sur l'accessibilité. Et ce n'est pas uniquement que sur du visuel. L'accessibilité est vraiment une pluralité, sans rentrer dans le détail. On n'est vraiment pas dans du design for all, comme on dit. On ne peut pas designer pour tout le monde, au contraire. Donc voilà, il y aura plein de thématiques sur l'UX, mais avec des choses spécialisées. Il y aura aussi d'autres webinaires sur d'autres métiers, en front, en back, en Java, data analyse, etc., etc. Et on espère vous avoir avec nous. Donc si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais passer la main à notre cher Ahmed. J'ai juste une question en fait aux participants. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont des expériences avec l'UX, ils ont déjà essayé de travailler ou mettre en place l'UX et à nous faire un petit retour d'expérience par rapport à leur expérience? Est-ce que ça a été est-ce que ils ont réussi à le mettre en place? Est-ce qu'ils ont échoué? Enfin, un retour d'expérience par rapport à ça. Si on a, bien sûr. C'est une très bonne question. Et je rajouterais par rapport à cette question, c'est quels ont été les freins pour eux de mettre une approche UX globale et quelle est leur vision sur cette maturité de l'UX en Algérie. N'hésitez pas à répondre sur le chat ou à prendre la parole. Yes.
j'ai cru comprendre que Fethi était quelqu'un qui était dans le domaine, Fethi Chaban. Donc, il a du wording. Moi, je vois des personnes, en fait, qui sont Ah, très proches du domaine, mais sont un peu timides, tu es comme, débutant, d'accord. comme Fouad Jabbar. Et, franchement, sincèrement, au contraire, on n'est pas là en tant que expérimenté et novice ou des choses comme ça. Au contraire, je pense qu'on est aussi dans une posture très humble de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et on ne la fera pas tout seul. Et qu'on soit débutant ou pas, il n'y a pas de problème, au contraire. Le but, c'est de pouvoir vraiment en discuter et d'avoir votre ressenti. Parce que nous avons une approche vraiment, on ne va pas dire différente parce qu'on ne révolutionne pas tout. Mais ce qui fait notre image à nous, c'est l'excellence. On vise l'excellence et on vise rien d'autre que l'excellence. Super, Najib, merci. Fouad, peut-être tu veux intervenir. Oui, salam alaikum, salut tout le monde. Salam, En fait, je ne suis pas un expert UX, comme tu le sais, Ahmed. J'ai un petit peu touché là-dessus. Je voulais voir, en fait, comment, surtout pas en Algérie, enfin, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup. Enfin, à l'époque, je connaissais même pas peut-être c'était quoi l'UX. Hein. Ce que je connaissais, c'était plus. Enfin, pour moi, c'était juste, ok, faire un logo, trouver quelqu'un qui te fasse un logo ou une charte graphique. Voilà, c'était ça pour moi le UX UI à l'époque. Après, je ne vous cache pas que lorsque j'ai découvert Steve Blank, enfin, Epiphany, le Four Steps, enfin, tous ces livres, et tout ce qui vient après, hein, le Lean et tout ça, j'ai commencé à comprendre, OK, il me faut quelqu'un qui fasse tout ça, en fait, pas que le côté dessiner un logo et donner une charte graphique. Donc, j'ai compris qu'il faut avoir un certain niveau de connaissance pour pouvoir communiquer avec la personne en question, mais que c'est tout un domaine, c'est tout un art. Genre, je ne me considère pas un expert ou un gars. J'ai partagé tout à l'heure le livre de Mom Test, que je considère souvent que l'étape Product Market Fit, qui est souvent bypassé parce que, enfin, je l'ai fait moi aussi, c'est pour ça que je passe plus, enfin, je fais plus attention à cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez la chance, vous, comme étant expert dans le domaine, je sais pas, d'avoir j'ai oublié le gars qui a écrit ce livre, c'était Pittsburgh, son nom est un peu compliqué. Et bref, c'est un peu, je ne veux pas trop tarder là-dessus, mais c'est plus pour comprendre un peu le besoin client et ils essaient de voir un peu le côté cognitif de la chose. C'est comme ce que disait Cathy à l'époque, écouter le willpower, bon, je n'ai pas le terme en français, le willpower et le processing time, ils sont dans le même tank, le même container. C'est-à-dire, si tu fais un UX qui est compliqué à utiliser, c'est qui nécessite 3 étapes au lieu de 2, je dois faire un effort de processing, de cognitif, pour que je puisse aller jusqu'à la fin. C'est comme si tu me vends un appareil photo. Au début, tu me dis, oh, c'est facile de devenir photographe. Et après, tu me donnes un manuel de 200 pages. Écoute, je vais lâcher, je vais laisser tomber. Tu vois, c'est comme si aussi tu as une application, côté application web. Comme je dis, hein, mes connaissances sont superficielles là-dessus. Une application web et tu me demandes d'aller chercher le bouton, je ne sais pas, allez, sign up. Genre. Si y a un effort à faire, un effort cognitif, ça va être difficile pour moi d'avoir la motivation. C'est un peu que, pour résumer, terminer avec ça, on a 5 unités, on va dire, on a X unités d'énergie. Tu peux soit les utiliser dans le processing pour comprendre où est-ce que tu dois cliquer, ou d'avoir la motivation. Si tu consommes tout, donc UX, UI, si tu consommes tout dans le processing, ça veut dire que je dois comprendre comment ton application, comment elle fonctionne, j'aurai plus la motivation d'utiliser l'app. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec le concept de mon test, pas forcément le livre, mais j'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec ce process-là. Enfin, je pense que éventuellement, je l'ai utilisé peut-être sans le savoir, hein, pour être très clair.
Mais je pense que ce mom test, comme il est appelé, c'est que nous tous, on a un background cognitif qu'on partage tous de manière très claire. Si on rentre dans le détail, on a tous une perception qui est identique à tout le monde. On a tous un aspect, une mémoire qui est identique. On a tous une attention qui peut être sélective ou quoi que ce soit. Et ces éléments-là sont hyper importants. Et dans le mom test, ce qui est intéressant, c'est que, de ce que je vous avais pu dire, c'est que si on veut que les gens utilisent nos produits, il faut que nos produits soient simples d'utilisation, qu'ils soient efficaces, qu'ils soient efficients, qu'ils soient bien entendu satisfaisants et qu'il y ait la particule émotionnelle, qu'on puisse clairement ressentir une expérience mémorable quand on les prend. Et c'est ça clairement que je retrouve en ce que vous me dites, en fait. Et c'est intéressant parce que finalement, tout est hyper important. Au niveau de l'UX, on va dire qu'aujourd'hui, un produit, il ne doit pas uniquement être fonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne doit pas fonctionner uniquement que comme prévu. Il ne doit pas uniquement être fiable, c'est-à-dire disponible et adapté. Il ne doit pas être uniquement utilisable, c'est-à-dire utilisé sans difficulté. Aujourd'hui, il doit être approprié, donc très facile à utiliser, mais qui fonctionne surtout comme je l'imaginais moi. On parle de l'UX anticipé, parce que chaque personne, avant d'utiliser un produit, se fait un peu une idée de comment ça va être utilisé. C'est comme pour ce webinaire. La majorité des gens qui participent à ce webinaire ont fait une UX anticipée auparavant, c'est-à-dire qu'ils se sont imaginés comment ça allait se passer, quelles questions on va parler, qui sont ces personnes. Certains sont peut-être allés voir sur LinkedIn le profil des gens, etc. etc. Mais c'est ce qu'on appelle l'UX anticipé. Ensuite, ils sont arrivés sur ce qu'on peut appeler l'UX momentané. C'est le moment présent sur lequel on est tous et qu'on est en train de discuter. Donc, on échange sur l'UX, ils apprennent des choses, ils posent des questions. Après, bien évidemment, on va aller sur ce qu'on appelle l'UX épisodique, après l'usage. Donc, après ce webinaire, ils vont se dire « Ok, j'ai appris pas mal de choses. Est-ce que je vais les mettre en place? Comment je vais les mettre en place ?» Et là, éventuellement, on espère que certaines reviennent vers nous pour les accompagner, etc., etc. Et puis, ensuite, il y aura l'UX cumulé par rapport aux différents webinaires qu'on va produire, éventuellement les formations qu'on va faire et que certaines personnes vont venir faire chez nous, ou les accompagner sur un produit qu'ils ont créé, tester leur produit. Et le but, c'est créer cette UX cumulée et créer surtout un socle en termes de maturité qui va permettre à l'ensemble de ces personnes que l'on aura formées, que l'on aura accompagnées, avec lesquelles on aura discuté, etc., d'évangéliser ça autour d'eux. Et c'est vraiment très intéressant, The Mom Test. Je m'amuserai à le lire parce que ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Et puis, surtout, une dernière chose sur laquelle je voudrais me positionner, et j'en finirai là sur ça, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une étape hyper importante du domaine digital. Et il y a la création de métiers, il y a la création de plein de choses. Et si on veut que nous, en Afrique, notamment en Algérie, on ait des produits qui soient utilisables et que les gens investissent dedans, il faut clairement mettre en place un process, monter en compétences et faire en sorte que les produits soient plaisants, donc qu'ils apportent une expérience qui peut être dite mémorable, hein, ça après c'est... Mais surtout, il faut qu'ils aient un impact significatif personnel pour eux. Et c'est là où, du moment que tu crées un impact avec ta solution, que les gens vont toujours venir vers toi. Et j'en finirai vers ça. Super, merci beaucoup Naji, merci Fouad pour ton intervention. Je ne sais pas, Abdelhamid Niati, tu as quelques mots à dire? Abdelhamid Niati.
Sinon, je laisse Riyad, peut-être il veut rajouter quelque chose. Peut-être effectivement, quand on assiste à des conférences de ce type-là, on a effectivement des gens peut-être assez expérimentés ou qui ont vu beaucoup de choses, mais on en apprend tous les jours avec Naji, on s'adapte tous les jours. Il y a un point qui est un peu intéressant, mais on n'aura pas le temps de rebondir dessus, c'est l'UX culturel, interculturel. Et effectivement, on ne va pas faire ce qu'on a fait en France, parce que la France a une histoire, des codes, une culture, des manières de faire. En Afrique, ce sera un peu différent. Donc effectivement, c'est un objet à prendre en compte dans la stratégie. Et après, je pense que le point de départ, c'est d'avoir l'état d'esprit, l'envie de concevoir centré utilisateur. Ensuite, il faut se donner la légitimité. La légitimité, ça va être soit des formations, soit les études études d'ergonomie, des formations, des webinaires, des lectures. Mais il faut aussi aller chercher cette légitimité-là, parce qu'avec Naji, encore aujourd'hui, dans Paris, on voit beaucoup d'imposteurs, des gens qui se disent l'UX c'est porteur, on va faire de l'UX. Et c'est des gens qui vont vous séduire avec des visuels un peu poussés, mais l'ergonomie, l'expérience, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, ne soyez pas complexés, au contraire, soyez gourmands et curieux, et c'est un point de départ. Et je pense que c'est vraiment les deux qualités qui vont vous pousser et vont vous transformer à être des bons UX. Et après, soyez des éponges. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné quand j'étais plus jeune. C'est dès que j'avais un sachant à côté de moi, j'étais une vraie éponge et j'aspirais vraiment tout ce qu'il avait à me donner. Et voilà. Donc, il y a plein de manières de s'enrichir et de monter en compétence et d'être légitime. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Merci, Ahmed. Ouais, c'est clair, tout à fait Merci à d'accord. toi, Riyad. Tout à fait d'accord. Avec plaisir. En tout cas, tous ceux qui nous ont envoyé des liens, notamment que ce soit Soug ou Witness, etc., si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accompagnement, vous savez que Digital Growing est là pour ça. Nous, clairement, on se positionne. Et sincèrement, on arrive avec une approche. On a de la chance d'avoir pas mal de personnes qui ont beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, entre 10 et 20 ans, voire 25 ans d'expérience. On est une belle team, notamment au niveau de l'UX. Bien évidemment, on est là pour transmettre et n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence à tous. Je vais laisser le mot de la fin à Ahmed. Peut-être il y a Hamid qui veut dire quelques mots avant de finir. Ah, d'accord. Ok, avec plaisir. Salam alaikum, Naji, Hicham. Écoutez, merci pour votre webinaire. Très, très intéressant sur l'UX, parce que pour le coup, vous avez creusé très loin. Moi, je vous ai mis des petits commentaires, notamment sur les itérations, etc., sur la stratégie globale à avoir sur l'UX, être centré sur l'utilisateur, et que ça soit une stratégie de business, et pas seulement un clic sur un mobile first ou sur un iPhone. C'est vraiment qui est mon client, qui sont mes personas, comment je vais interagir avec eux. Donc, tu parlais tout à l'heure de chatbot et notamment tu vois, de solutions type iAdvice, pour ceux qui connaissent en France, c'est connu. C'est-à-dire qu'on peut dialoguer directement avec la marque. Et c'est pas quelqu'un de la boîte qui dialogue avec vous, c'est un ambassadeur. C'est l'importance aussi de prendre ces early adopters. Et ces early adopters, plus ils seront conquis, ce seront les premiers piliers en fait de l'entreprise. Ce seront des membres de la communauté, et une communauté, ce ne sont plus de 100 utilisateurs, ce sont des membres du business en fait. Ils font partie de votre business intégralement, ils vous défendront, ils prendront fait et cause pour vous, ils vous apporteront en fait les premiers éléments d'amélioration, et vous serez toujours dans un processus, dites-le vous, d'amélioration continue. Et je te rejoins tout à l'heure sur ce que tu as dit, Naji, qui était très pertinent. Tu as dit que des choses pertinentes, mais c'est vraiment très très pertinent. C'était que faites en fonction de vos cibles, faites en fonction de vous, faites en fonction de votre marché, et faites, voilà, ne voyez pas tout de suite très grand, voyez surtout en fonction de ce que vous faites et de la manière dont vous voulez faire surtout.
Ça, c'est important. Et la partie cognitive des choses est très, très importante. On en parlait la semaine dernière sur Clubhouse, justement, on parlait de cognitivité avec mon ami Jalal Nizar, un ami, et d'une psychologue qui était là, une psychothérapeute algérienne. C'était très intéressant puisque on parlait par exemple de l'intuition. Et l'intuition, on dit, hein, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Pourquoi on dit ça en fait? C'est parce qu'en fait, votre raisonnement tombe tout de suite. C'est juste, voilà, c'est juste ça. Et ça dépasse le simple iPhone qu'on prend et en faisant ça. C'est un tout. Et donc, ayez une approche globale de votre entreprise. Moi, c'est ce que je dis souvent aux startups algériennes, c'est ayez une approche globale. Vraiment. D'abord, recentrez-vous qui nous sommes, ce que nous proposons, avec qui nous dialoguons, comment nous dialoguons et comment nous intégrons. Et là, on parle d'inclusivité, nos early adopters à notre business et nos clients, en fait, nos clients à notre business, et pas avoir en fait une forteresse imprenable qui serait notre e-commerce. Soyons dans l'horizontalité. Voilà pour moi. C'est très pertinent, merci beaucoup Abdelhamid. Tout à fait, tu parles des startups. Le gros problème dans nos pays, c'est que souvent, c'est un seul gars qui vient, et, il n'a pas d'équipe et il a monté sa startup. Et derrière, c'est une personne qui a une idée qui est certainement intéressante. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On doit être avec une équipe, même si c'est des gens qui sont débutants. Il vaut mieux avoir des gens qui sont débutants, mais qui sont là et qui vont faire les choses et qui vont évoluer avec vous, plutôt que de partir et croire que vous allez faire tout seul. Une société, c'est rarement une seule personne, à part si elle a les moyens et qu'elle peut se payer des gens qui vont travailler pour son produit. Mais elle devra avoir des gens qui travailleront pour lui. C'est jamais une personne toute seule. C'est impossible, ça n'existe pas. Donc ça aussi, c'est une chose qui est hyper importante au niveau du mindset, c'est de faire comprendre que quand on parle de start-up ou de société ou quoi que ce soit, c'est un groupe. Et que chacun a sa vraie tâche et que chacun, seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. Voilà, c'est la seule chose, et je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Et l'aspect cognitif, nous, dans notre formation en psychologie cognitive, on nous permet de comprendre l'humain intérieurement. Moi, j'ai une double formation en sociologie, anthropologie et psychologie cognitive, qui fait que le but, c'est de regarder les interactions entre humains et après, regarder ce que font ces interactions intérieurement au niveau de la partie cognitive, physiologique, physique, et bien entendu après sociale, etc., etc. Sans comprendre ce que fait l'autre, pourquoi il le fait, dans quel contexte et avec quoi, on fait n'importe quoi. Merci beaucoup, Neji, pour tout ce que tu as présenté. En fait, c'était vraiment instructif. On a beaucoup appris aujourd'hui de toi, de Riyad. Merci pour les intervenants. Merci pour les participants. Donc, on reste en contact. En fait, Digital Growing va certainement en fait, organiser d'autres webinaires dans d'autres sujets. Une dernière question, Ahmed. Oui, vas-y. Non, il y a une question sur le chat. La question, c'est comment fait… c'est un novice sur le sujet de l'UX, mais je le vois comme la boîte noire qui prend en entrée la complexité et en sortie la simplicité. Oui et non, mais bon, c'est pas grave. Ma question, c'est comment fait la recette de la partie UX sur les projets informatiques et comment on évalue la qualité des choix qui ont été faits. C'est très simple. Au niveau de la recette de la partie UX sur les projets informatiques, très clairement, on fait un audit pour voir si c'est déjà des produits qui sont existants. On va faire un audit avec une checklist, on appelle ça des grilles d'évaluation, qui vont nous permettre, si c'est un logiciel métier, si c'est du e-commerce, etc., etc. C'est des grilles d'évaluation qui ont été éprouvées scientifiquement et qui sont poinçonnées. Donc voilà. Après, derrière, bien évidemment, il faut être un expert très habitué à utiliser ce genre de grilles pour pouvoir derrière les utiliser. Et surtout, avec cette grille-là, on va émettre des hypothèses à plusieurs et on va créer un document, un livrable, qui va pointer les problèmes, créer des recommandations, voire des propositions derrière. Et après, comment on évalue la qualité de ces choix? L'évaluation de la qualité de ces choix est très simple.
pour évaluer le retour sur investissement ou l'impact de l'UX qu'on a créé, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, ma solution, elle est comme ça. Je vais voir comment les gens l'apprécient ou pas. Et après avoir mis en place mon UX, voir le taux de conversion, voir le pourcentage de personnes qui vont venir utiliser mon application et comprendre pourquoi ils vont utiliser. Mais ça, c'est aussi un travail qui fait que entre la première version et la dernière version, et la deuxième version, il y a un vrai travail de compréhension de ces utilisateurs finaux sur le terrain, comme on l'a expliqué tout à l'heure, en utilisant différentes méthodes. On ne parle pas d'empathie. Hein. Pour moi, ce n'est pas une question d'empathie, c'est une question de compréhension de ce que font les utilisateurs dans le contexte d'usage des utilisateurs. Et après, derrière, comprendre quels sont les points de friction et apporter des solutions à ces points de friction. Est-ce que j'ai répondu à ta question, YM? Je ne sais pas c'est quoi ton prénom. Désolé, il y avait du monde, donc je ne pouvais pas mettre le micro. Youssef Meken, merci beaucoup pour la clarté de la réponse. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Youssef, n'hésite pas à revenir vers nous sur Digital Growing si tu as d'autres questions, si tu souhaites être accompagné sur la partie UX, etc., parce que je pense que c'est quelque chose de très différenciant. Bien évidemment, il ne faut pas se voiler la face, c'est un coût, mais c'est un coût qui est vraiment hyper important. Et comme on dit, lorsqu'on est entrepreneur, si on ne prend pas de risques, on ne va pas très loin en fait. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Merci Najib. Merci à tous. Merci beaucoup, Merci. pour votre présence. Donc, on reste en contact. Le webinaire, il est enregistré. Donc, on va vous envoyer en fait le non-enregistrement. Donc, n'hésitez pas en fait à nous faire votre retour, votre feedback par rapport au contenu du webinaire, parce qu'on essaie toujours en fait de l'améliorer. Il y aura certainement en fait d'autres webinaires par la suite pour d'autres sujets. N'hésitez pas en fait à en parler dans votre entourage pour ceux qui sont intéressés par le webinaire. Donc, leur envoyer transférer le lien de l'enregistrement. Donc, il sera publié sur YouTube, bien évidemment. Donc, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez en fait des questions ou vous êtes intéressé pour découvrir encore plus l'UX avec nos experts Daji et Riyad. Donc voilà, merci beaucoup et voilà, à la prochaine fois, Inch'Allah, pour un autre webinaire sur notre thématique. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, salam. Salam. Bon week-end à tous, Inch'Allah. Salam. Bon week-end. Merci beaucoup, Riyad, Merci, pour ta bon présence. week-end. Merci Ahmed, merci Najib, merci Riyad, merci à tous. Merci. Et à très vite. Salut.